Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ces 5e matinales du numérique, co-organisées par la SFEN et le GIFEN. Je suis Jean-Bernard Thévenon de Framatome, membre de la commission numérique du GIFEN et président de la section technique numéro 16 de la SFEN, qui est une section technique dédiée au numérique. C'est donc un vrai plaisir de vous retrouver après une trêve hivernale pour cette édition, qui a introduit un léger changement par rapport aux 4 éditions précédentes de 2021. Hein. Je rappelle, en effet, l'année passée, nous avions plutôt illustré les avancées du numérique en termes d'entreprise étendue et de continuité numérique en suivant en fait le cycle de vie d'une INB. Et cette année, nous avons choisi d'illustrer des thématiques transverses, toujours au moyen de cas concrets. Alors, cette première édition 2022 se focalise sur les leviers pour sécuriser la gestion de projet entre partenaires et ou parties prenantes. Ceci va être illustré par 2 présentations, une exposant les outils pratiques permettant d'améliorer la performance du pilotage des projets, et une autre présentation qui traite de l'usage d'outils collaboratifs qui permettent de partager un point de vue commun sur l'avancement des projets. Alors, pour le bon fonctionnement de cette matinale, je vous demanderai de poser vos questions en utilisant le bouton en haut sur le bandeau supérieur Teams qui s'appelle Slido, et surtout de ne pas utiliser la main levée Teams si vous voulez prendre une parole pour, par exemple, intervenir lors d'une réponse à une question. À ce moment-là, faites-le dans Slido. Parce que la main levée dans Teams peut nous poser quelques soucis d'organisation par la suite. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui seront déjà posées, et les présentateurs répondront aux questions après les présentations en répondant dans l'ordre de sélection et de préférence de ces questions-là. Alors, je signale également qu'un replay de ce webinaire sera disponible sur les chaînes YouTube de la SFEN et du GIFEN, et que les présentations seront par la suite téléchargeables à partir d'un lien qui vous sera transmis. Alors, sans plus attendre, je vous propose de laisser la parole à Monsieur Gauthier Cossard qui va introduire le thème. Monsieur Cossard est ingénieur polytechnicien, il est directeur délégué performance des projets à la direction support au projet et transformation numérique d'EDF. Son département est au cœur des projets nouveaux nucléaires et vise à les doter des meilleurs référentiels, processus, outils et compétences dans le domaine du pilotage de projet et de l'intégration technique. Ce département héberge également les directions de projets en préfiguration ainsi que les projets retour d'expérience et offres standards EPR à l'export. Monsieur Cossard, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Bernard pour cette introduction. Bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous parler un petit peu de processus de gestion de projet et de leur digitalisation. Alors ce que je voulais faire en introduction, c'était vous poser un petit peu le contexte de la digitalisation des processus de gestion de projet pour ne pas se ruer tout de suite directement sur l'outil qui en est plus l'instrument que l'enjeu d'origine. Donc cette digitalisation, en fait, elle s'inscrit dans l'objectif global qui vise à augmenter la capacité collective de la filière à manager et à réussir la construction de centrales nucléaires, avec comme enjeu majeur la maîtrise et la performance de nos projets dans les dimensions qualité, coût et délai. Alors, cet enjeu est devenu évident, j'allais dire, par un constat de manque de maîtrise des projets portés par EDF, qu'ils soient industriels ou de transformation, constat qui a été complètement partagé, j'allais dire, à peu près au milieu des années 2010, sur la base du retour d'expérience de divers projets dans le nucléaire, mais également au-delà. Du coup, je peux peut-être citer quelques constats qui ont été réalisés dans le rapport le plus emblématique pour le nucléaire, qui est le rapport FOLS, où il cite, entre autres, un manque de référentiel, de gabarit de coûts et de planning, pas d'intégration entre nos processus de gestion de projet et des données associées, des difficultés au niveau des plannings, un pilotage des risques faiblement outillé et des tableaux de bord incomplets. Mais y compris avant le rapport FOLS, dès 2016-2017, EDF, dans le cadre du constat un peu partagé de manque de maîtrise de ces projets, a lancé un chantier de progrès, réussir nos projets intégrés dans le programme de transformation CAP 2030, et qui a défini un certain nombre d'éléments de haut niveau, dont
la définition et la mise en œuvre d'une nouvelle politique de management de projet du groupe, le déploiement et la mise en œuvre de plans de transformation dans toutes les entités qui portent des projets au sein d'EDF, et également la reconnaissance des métiers de projet comme des réels métiers, la création d'un vivier de compétences et la professionnalisation des acteurs concernés, et l'animation d'une communauté de pratique sur ces métiers. Alors, en conséquence, d'un point de vue concret, pour la direction ingénierie et projet nouveau nucléaire, ça a créé une réorganisation et on a créé la direction support au projet et transformation numérique, dont je fais partie, et qui porte pour la DIPNN la responsabilité des méthodes et outils de conduite de projet et le développement des compétences des métiers. Alors, on réalise cette responsabilité en suivant principalement trois grands principes pour la partie management de projet: la standardisation, le côté data-centric et l'entreprise étendue. Alors, le premier point, avant de passer y compris à la digitalisation, il y a eu vraiment un énorme travail de standardisation et c'est encore aujourd'hui notre combat au quotidien. Vous êtes nombreux dans les partenaires des projets d'EDF à le constater, et nous les premiers. On n'a pas deux projets qui fonctionnent de la même façon. On a des processus qui sont à chaque fois différents. Et ce point-là est très nocif à la performance. D'une part, parce qu'on dépense de l'énergie à recréer des processus à chaque projet. D'autre part, parce que ça nous met en difficulté pour intercomparer nos projets, réussir à tirer du retour d'expérience croisé des projets qu'on peut avoir en parallèle. Et enfin, le fait qu'on a des méthodes différentes est un vrai frein à l'outillage, puisque ça obligerait à développer des outils projet par projet. Et ce frein-là nuit aux aspects data-centriques et conduit en fait au final à avoir majoritairement comme outil de pilotage des projets, ce qui était constaté dans le rapport FOLS, à savoir énormément de fichiers Excel et peu d'outils réellement orientés pilotage de la performance. Alors justement, si j'en viens un peu à l'outillage et au lancement de ce SI projet sur lequel va revenir Laurent derrière, le principe qui nous guide en permanence, c'est d'avoir le même outil pour tous nos projets nouveaux nucléaires. Alors, je le répète, c'est un petit peu une lutte de tous les instants. On a un peu toutes nos directions de projets qui commencent toujours en disant oui, mais nous, c'est pas pareil. On essaye de lutter complètement sur ce point-là, et aujourd'hui, on y arrive en délivrant le même outil dont on a commencé la production pour tous les projets. Alors, cet outil et son modèle unique est extrêmement important parce que c'est ce qui nous permet d'être complètement data-centrique. Donc, que l'outil aille chercher directement la donnée dans l'écosystème, qu'on n'ait pas de besoin de ressaisie de données, de transposition. Et en fait, ça permet d'avoir l'unicité de la donnée, une très grande fiabilité de la donnée qui est donnée, et c'est la clé de contribution à des prises de décision rapides, qui est basée sur une évaluation juste et informée des risques. Et aujourd'hui, dans le retour d'expérience de nos projets, on a réellement besoin d'avoir ce constat partagé avant la prise de décision. On sait très bien qu'on a des décisions qui peuvent être lourdes, dont les conséquences ne sont pas nécessairement toujours visibles, parfois plusieurs années après. Et l'importance d'avoir la donnée unique au moment où on prend la décision est réellement clé. Et donc, cette uniformisation des processus, cette volonté data-centrique, a conduit à lancer un appel d'offres pour fournir des outils digitaux sur un périmètre coût, contrat, risque et connecté au planning, qui a été attribué en 2021. Et donc, aujourd'hui, on est en pleine phase de développement de cet outillage avec les premières mises en service. Peut-être avant de passer la parole à Laurent, je ne sais pas si vous aviez quelques questions générales sous le contrôle de Jean-Bernard.
Ce que je propose à ce moment-là, c'est que éventuellement ces questions soient posées au fil de l'eau de la présentation de Laurent, et du coup, on pourra y répondre à la fin de la présentation de Laurent à ce moment-là. Très bien. Bah, du coup, Voilà. je laisse D'accord. Laurent prendre la main. Merci. Merci. Donc, Laurent va nous présenter maintenant. Alors, d'abord, merci de nous avoir remis en perspective, en fait, l'enjeu, hein, qui est directement lié aussi au grand programme qui arrive sur le nouveau nucléaire. Clairement, depuis l'émission de ce rapport FOLS, on voit que toute la filière se met en ordre de marche pour pouvoir justement être en capacité de répondre à la demande et d'accepter la charge qui arrive. Avant de passer la parole à Laurent, je vais juste faire une petite introduction. Laurent Trichetti a 13 ans d'expérience dans le nucléaire. Il possède une dizaine d'années d'expérience au sein de la direction industrielle de l'ingénierie nucléaire. Il a ensuite intégré l'équipe de contrôle du projet HPC d'Advance pendant 3 ans, avant de rejoindre le programme Switch pour piloter la transformation numérique des processus de projet management. Il est actuellement chef de projet du lot Project Management au sein de Switch, qui est donc la transformation numérique de l'ingénierie d'EDF. Laurent, la parole est à vous. Eh ben, merci Jean-Bernard. Donc en effet, je vais vous présenter notre programme de transformation numérique sur la partie des gestions de projet. Peut-être juste pour rappel, hein, donc aujourd'hui je travaille donc à la DSPTN, donc l'entité qui a été créée en support au projet et qui est responsable aussi de la digitalisation. Et donc mon objet va vraiment être de vous présenter ce qu'on veut réaliser en termes d'outils de gestion de projet, là où on en est, où est-ce qu'on veut aller, et d'essayer de vous donner une première idée de là où vous pouvez être impacté, vous, en tant que partenaire. Alors d'abord, quand on parle de gestion de projet, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? Alors, donc déjà, premièrement, ce lot de gestion de projet, Gauthier l'a rappelé, hein, il a été lancé, alors il a été inclus dans le programme Switch historiquement fin 2019, et ce qu'il recouvre aujourd'hui, c'est à la fois des méthodes et des processus, plus une solution SI intégrée. Alors, des méthodes et des processus, parce qu'on veut standardiser nos processus sur l'ensemble de nos projets, et SI intégré, et comme ce qui a été dit, avec une volonté d'avoir un SI orienté, un fonctionnement data-centric pour valoriser nos données, et au final mieux piloter, et un SI à terme partagé, au moins en partie avec nos fournisseurs, en mode d'entreprise étendue. Alors, pourquoi en termes de contexte de départ, là, Gauthier l'a brièvement décrit. Donc, premièrement, là, quand on va parler de pilotage, de gestion de projet, le focus qu'on fait aujourd'hui, il est vraiment sur les axes qui sont affichés à l'écran, qui sont à la fois le pilotage intégré, donc l'ensemble des reporting, des KPI, des indicateurs qui vont nous permettre d'appuyer les prises de décision. Et puis, les 4 grandes thématiques qui sont la gestion du planning, donc les processus de gestion de planning, les processus de gestion de nos coûts, aussi bien de réaliser que de prévisionnel, de reste à faire, les processus de risques et opportunités, de gestion de nos risques et opportunités, et tout le pilotage des contrats, au sens pilotage et contract management. Hein. Et donc, ce qui, en termes de contexte initial, hein, ce qui était au début, et ce qui est illustré dans le rapport du GIFEN et la feuille de route du GIFEN, hein, c'est vraiment qu'on avait une absence de standardisation de nos processus, une absence aussi de contrôle de projet fort, contrairement à ce qui peut se faire quand on regarde les benchmarks qu'on peut avoir aussi bien dans les filières de l'énergie que dans d'autres filières. Et ce qui veut dire que derrière, on avait au niveau de nos projets des périmètres, et sur ces périmètres-là, on avait une absence d'outils dédiés, une absence de méthode, et chacun pouvait travailler comme il voulait, donc avec toutes les conséquences qui ont été illustrées en termes d'absence de standardisation, de manque d'information, des prises de décision qui pouvaient se faire avec une information entre guillemets parcellaire, aussi bien sur les aspects planning que coût que risque. Donc, vraiment un écosystème avec une gestion insuffisamment solide finalement de notre gestion de projet.
Deuxième élément dans ce contexte, on est à l'état initial, hein, c'est vraiment un enjeu de coordination de la centaine d'entreprises et des milliers d'acteurs qui gravitent autour de nos projets sur le nouveau nucléaire, avec beaucoup de silotage, un manque de vision intégratrice et du coup une discontinuité numérique dans les données. Alors le fameux, ayant fait du HPC, le fameux single source of truth sur lesquels les Anglais sont assez aiment se batailler et qui aujourd'hui nous manque et faisait défaut. Et on a un certain nombre d'exemples. Alors par exemple sur le planning où on peut avoir des données éclatées entre une vision fournisseur de l'état des fabrications et des envois d'équipements, une vision projet qui était avec des données encore différentes et des visions EDF et entités d'ingénierie avec encore une troisième source de données. Et donc ça a participé aux constats globaux qui avaient été évoqués. Dernier point aussi, c'est l'absence d'outils de contrôle de projet de manière généralisée dans la filière, à l'exception particulièrement du planning. On peut avoir déjà des outils qui sont déployés, alors de manière assez, par contre, diverse. Et donc, du coup, les ambitions de notre SI, hein, c'est vraiment, alors, elle se base, hein, il y a 3 grandes ambitions, 3 grands axes qui ont déjà été évoqués. Hein, c'est vraiment la standardisation de nos processus. On y espère de la comparaison entre les projets, des gains de temps, des méthodes communes. Et ça, comme ça a été dit, c'est une bataille de tous les instants. Le data-centric, de façon à avoir une donnée unique, des sources de données uniques et partagées, hein, que les informations planning viennent des outils de planning et pas d'ailleurs, que les informations de coût soient centralisées, partagées et validées et qu'on n'ait pas du retravail, du rework à chaque fois qu'on doit établir des budgets. Vraiment une culture data-centric, une centralisation de ces informations. Et puis le dernier axe, qui est la partie entreprise étendue, qui elle viendra plutôt sur nos outils de gestion de projet dans un second temps, puisqu'on développe au début nos outils d'abord dans un premier temps en interne. Voilà. Et donc nos grandes finalités, hein, c'est bien d'améliorer le pilotage de nos projets, renforcer notre prise de décision, la performance QCD à tous les étages de décision, et ça sur l'ensemble de notre cycle. Hein. Donc de l'ingénierie jusqu'à la construction, quand on a des projets qui vont jusqu'à ces phases-là. Et alors, ça ne veut pas forcément dire ne pas avoir d'intelligence derrière pour l'analyse des données. Hein. L'outil et les méthodes ne sont pas là pour remplacer l'analyse, mais là, elles sont là pour fournir les éléments qui permettront derrière bien la bonne prise de décision et une prise de décision qui soit partagée et qui ait en visibilité l'ensemble des conséquences de nos décisions, de nos décalages et des impacts que ça va avoir sur le projet en coût et en délai. Alors, en termes d'impact sur, par exemple, à venir pour le côté de nos fournisseurs, hein, ça veut dire qu'on aura des impacts à venir dans nos futurs contrats, typiquement les contrats EPR2, où on aura des ensembles d'exigences spécifiques qui vont être associées à ces différents champs, par exemple en termes de transmission de planning, en termes d'informations nécessaires dans les plannings, ou dans les manières de travailler. Deuxième source d'impact, ça va être les manières de travailler, en particulier dans la partie contract management, dans l'interfaçage qu'on peut avoir dans notre gestion de contrat avec l'ensemble de nos fournisseurs. Avec un challenge qui est de ne pas multiplier nos interfaces et de bien avoir un corpus d'exigences qui est atteignable et de ne pas contraindre avec des outils qui ne sont pas facilement utilisables ou pour l'ensemble de nos fournisseurs. Alors d'ailleurs, à propos d'outils, hein, vous avez l'état des lieux de nos outils aujourd'hui sur les différents périmètres là, qui s'affichent, avec historiquement la partie reporting et KPI qui était outillée par Power BI, la partie planning qui était outillée alors pour les projets par Primavera P6, on a un autre outil planning qui est Planisware pour les plannings opérationnels de nos entités d'ingénierie.
et PlanView pour certaines d'entre elles. Et sur la partie coût, risque et opportunité, contract management, on n'avait absolument pas d'outils. Donc, c'est-à-dire que derrière, on avait des projets qui pouvaient avoir quelques outils comme Ecosys de manière parce que certains des acteurs avaient la connaissance et avaient pu lancer l'utilisation de cet outil. Et puis, pour d'autres, ça reste encore la feuille Excel et pareil sur les traitements des risques et opportunités et du contract management. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'outil qui a été retenu suite aux appels d'offres, c'est Primavera Unifier, aussi bien sur la partie coût, risque et opportunité et contract management. Et l'avantage de cet outil, c'est aussi qu'il permet un interfaçage aisé avec Primavera P6, et on en espère, en termes d'intégration de données de gestion de projet, beaucoup de gains pour donner cette vision intégratrice des impacts, aussi bien en termes de planification, en termes de coûts, en termes de risques, calcul de l'impact de nos risques et de pilotage de contrat. Alors, si on regarde un peu notre écosystème et notre SI, c'est finalement ce SI de gestion de projet, il est illustré ici sous la forme de tuiles qui vont pouvoir bien s'interfacer entre elles. L'intérêt chez nous, c'est vraiment de pouvoir interfacer lorsqu'on ouvre des risques, de pouvoir aller chercher les données nécessaires en termes de planning et de coûts pour faire les évaluations d'impact, coûts et planning de ces risques-là, et voir les marges qui sont à intégrer dans les budgets ou dans les plannings. C'est bien d'avoir un module de contrat qui s'articule avec cet écosystème et d'autres écosystèmes comme SAP, en termes de sources de données budgétaires, ou pour les commandes de nos fournisseurs, qui s'articulent avec même des outils comme notre outil de gestion des FEP, pour nos fiches d'évaluation des prestations, et qui permettent derrière à un pilote de contrat d'avoir l'intégralité de ces données pour piloter son contrat. Donc aussi bien tout ce qui va être événements contractuels, gestion des claims, KPI sur la documentation la documentation fournisseur. Voilà, c'est vraiment l'intégralité un cockpit de pilotage pour la partie contrat. Ce SI, il s'interface forcément avec le SI EDF, aussi bien sur les outils comme le PLM, que sur la partie, on peut penser à la partie switch, mais la partie maîtrise des fabrications, où on a un enjeu d'interfaçage et de portail commun à avoir pour éviter de multiplier les interfaces avec les fournisseurs. Et après, si on regarde plutôt d'un côté fournisseur, on a trois domaines, enfin deux grands domaines aujourd'hui sur lesquels on a vraiment un renforcement de notre intégration EDF fournisseur qui est en cours et sur lequel on aura un focus dans les plus importants sur les années à venir. C'est vraiment la partie planning, où on est déjà en train d'établir les exigences de planification qu'on va vouloir introduire dans nos contrats. Et puis forcément la gestion de contrat, avec les éléments que je vous ai cités en termes d'interfaçage avec nos fournisseurs, de manière de gérer, de centraliser la gestion des événements contractuels, la gestion des claims, la gestion même des early warnings, pour faciliter cette gestion-là et avoir des canaux uniques de remontée. Alors, par rapport à ce qui avait été initialement envisagé dans le rapport du GIFEN, sur la partie risque et opportunité, aujourd'hui, c'est pas le premier axe sur lequel, en termes de renforcement d'intégration, on a axé nos activités. Ça viendra dans un second temps, mais c'est pas celui sur lequel aujourd'hui on a le focus le plus important. Alors, en termes de projets, tous les projets sont éligibles à l'outil qu'on développe. Par contre, l'outil, on le développe principalement aujourd'hui pour les trois grands projets que vous voyez ici, qui sont Jaitapour, EPR2 et SideOLC. Ça, c'est vraiment nos trois projets clients avec lesquels on travaille au jour le jour en termes de standardisation des méthodes et de développement de l'outil. Après, les autres projets qu'on peut avoir et qui ont la possibilité d'embarquer dans l'outil une fois que celui-ci est mis à disposition des acteurs. Et on espère
avoir à peu près 1000 utilisateurs sur tous nos acteurs de projet à la fin 2023 dans ces écosystèmes. En termes de méthodologie, hein, ce développement du SI se fait avec ce qu'on appelle, selon le modèle d'exécution de Switch, hein, donc en méthode agile, méthode safe, avec une logique de développement, avec une couverture des fonctionnalités qui est progressive sur les différents périmètres. Donc là, vous voyez, entre autres, afficher nos principaux périmètres et sur l'échelle de temps, les moments à laquelle on va délivrer des maturités de plus en plus importantes de nos périmètres. Il faut bien voir alors, saumon clair ou rose clair, vous avez finalement, ce sont plutôt les étapes où on délivre les briques de base de notre SI. Donc les briques de base en termes de gestion des risques, en termes de gestion des coûts, de contract management ou de reporting intégré. Et puis progressivement, sur l'année 2023, on va importer des fonctionnalités de plus en plus évoluées et de l'interfaçage entre ces différentes briques. Et notre objectif, c'est bien d'arriver à fin 2023 avec un outil globalement intégré et qui permette de répondre à l'ensemble des besoins des projets. Ça ne veut pas dire que l'outil n'évoluera pas par la suite, mais il évoluera de manière, on apportera des fonctionnalités plus avancées, on retravaillera sûrement des parties d'ergonomie, mais voilà. En termes d'impact pour les fournisseurs, hein, c'est plutôt à partir de début 2023 qu'on va commencer à mettre en service notre outil de contract, notre premier palier d'outils de contract management, qu'il y aura les premiers impacts sur un nombre de contrats limité. On aura une pente d'intégration des contrats et avec lesquels on va travailler avec nos partenaires pour faciliter la gestion contractuelle, que ce soit par des fonctionnements aujourd'hui par mail, faciliter les accès, le fonctionnement, la gestion mail et la gestion contractuelle en termes d'échange entre fournisseurs et EDF, et puis après via des portails d'accès qu'on veut communs, entre autres, pour éviter une multiplicité des portails et des canaux d'information. Alors nos réussites, hein, et aujourd'hui, on a eu des premières réussites. Il faut voir qu'on a mis en service un premier périmètre pour le projet Sizewell sur la gestion des coûts fin février, qui nous a permis de continuer notre appropriation de l'outil et notre cycle de développement. Ça a été notre toute première brique. On a notre deuxième brique qui va être sur le périmètre de la gestion des risques et opportunités, qui va être déployée, si tout va bien, et normalement pour l'instant tout est ouvert, pour fin mai sur les périmètres, pour les projets en fait Jaitapour et Sizewell. Donc là, on parle vraiment de deux briques qui pour l'instant ne sont pas articulées entre elles. Ça va nous amener sur un deuxième palier d'utilisation. Et aujourd'hui, on a une très forte mobilisation en interne des différents acteurs pour développer cette solution. Alors après, forcément, comme tout projet, on a des enjeux et on a eu des difficultés, en particulier sur notre période de rodage, d'appropriation du mode de fonctionnement et de la solution. On a une vraie phase d'appropriation de notre solution parce que c'est une solution qui est très souple. Unifier est une solution vraiment très souple qui permet beaucoup de choses, mais il faut bien la connaître aussi pour en tirer finalement le meilleur parti. Et ça nous impose parfois du coup d'avoir un peu de rework. Alors après, c'est les avantages de la méthode agile en termes d'activité, mais c'est vrai que ça nécessite une connaissance quand même fine de la solution, de ses capacités pour en tirer le meilleur parti. Une standardisation qui est parfois vraiment difficile à faire converger et qui nécessite vraiment d'aller à un niveau très opérationnel des objets qu'on utilise, de la manière qu'on va les utiliser dans le futur pour vraiment les comprendre là où on veut aller et le standardiser, le faire accepter par l'ensemble des parties prenantes. Voilà. Et après, le dernier point de difficulté qui fait partie de nos enjeux, c'est qu'on a des niveaux de maturité de nos projets qui sont différents, parce qu'ils sont dans des phases de réalisation différentes. Et donc, ce qui veut dire que l'outil, quand on le déploie, on a un accompagnement particulier, aussi bien en termes de méthode et de processus, que d'outils digitalisés pour le déployer.
Et ça doit bien se faire en prenant en compte les deux facettes. Typiquement, sur la partie risque et opportunité, aujourd'hui, entre Jaitaipur et Sizewell, l'avancement des projets étant différent, le déploiement se fait avec une vitesse différente et avec des fonctionnalités qui vont être utilisées à une échelle de temps légèrement différente entre les deux projets. Voilà, donc nos 3 grands enjeux, hein, je les ai rappelés ici, c'est vraiment standardiser des niveaux très opérationnels, paramétrer l'essentiel, et vraiment l'essentiel pour la réussite des projets et construire à partir de ces briques-là. Et puis après, ça va être vraiment de conduire le changement avec nos partenaires, que ce soit en interne là, sur les années 2022 et après en externe avec les fournisseurs qui vont être impactés pour les fonctionner ensemble et améliorer nos pratiques. Voilà. En termes de grandes étapes que nous avons devant nous aujourd'hui, je les ai citées, mais voilà, vous les voyez. Donc la mise en service, risque et opportunité là, qui se fait fin mai. Et on a une grande échéance devant nous à la fin de l'année 2022 avec un premier palier sur le contract management qui va être mis en service pour le projet EPR2 en particulier. Une mise en service, un deuxième palier de mise en service du périmètre coût pour la partie pour les projets Sizewell et JNPP, Jaitaipur. Et puis un deuxième lot de fonctionnalités pour les contrats fournisseurs, entre autres avec la gestion d'une interface avec nos contrats fournisseurs par mail ou par une interface dédiée. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie. Bien, merci beaucoup, Laurent. Je vais commencer la séance de questions par quelques questions qui me sont venues à l'écoute de l'exposé. Tout d'abord, je voudrais revenir moi, sur cette notion de single source of truth, très en vogue au UK. Et je voulais savoir, est-ce que ce concept-là, dont on comprend à peu près la signification, a des impacts en termes de conception du système d'information, en termes de conception d'interface avec les outils que vous mettez en œuvre? Alors, je pense que oui, il a des impacts parce que aujourd'hui, pour avoir une single source of truth, c'est-à-dire que tu as défini à un moment il faut bien définir pour chaque objet, en fait, pour chaque donnée, quel va être le réceptacle, l'endroit où cette donnée va être stockée, sera l'endroit à partir duquel on va venir récupérer cette information. Donc vraiment, quel est l'endroit de données uniques qui permettra après à toutes les autres interfaces, à tous les autres processus ou tous les autres outils qui ont besoin d'avoir accès à ces données, de venir la piocher au bon endroit. Donc oui, c'est un élément assez extrêmement important de bien définir dans notre architecture de SI, finalement, où sont localisés les objets et permettre de donner cette connaissance à l'ensemble des outils qui vont venir les piocher pour être sûr qu'on vient bien piocher cette donnée-là au bon endroit et qu'on ne passe pas par des intermédiaires. Et ça se retrouve aussi bien sur les données de planification que sur les données de coût, que sur l'ensemble des données qu'on a. Et donc là, on a un travail assez fort pour bien définir notre architecture fonctionnelle, notre architecture de données derrière, et s'assurer qu'on n'a pas de redondance ou de données qui soient définies 2 fois dans notre écosystème. Merci. Donc, j'ai compris aussi qu'il y allait avoir des impacts forcément de la démarche en cours auprès des prestataires et fournisseurs d'EDF, puisqu'il y a des nouvelles types d'interfaces techniques aussi qui vont devoir être mises en place probablement pour qu'on puisse avoir un échange de données entre les outils de planif et de gestion de projet côté EDF et les outils de planif et de gestion de projet aussi côté fournisseurs et prestataires. Et du coup, comment, par rapport au contrat EPR2, comment ça va se concrétiser d'un point de vue pratique finalement, aussi bien dans le temps, à quel moment il faut qu'on soit prêt, ou à quel moment, techniquement, comment ça peut se concrétiser? Non. Dans le temps, je pense que de toute façon, ça va se faire de manière progressive. Il y a un certain nombre d'exigences. Alors,
sur certains périmètres, les exigences sont déjà en cours de discussion avec certains partenaires, typiquement sur le planning. Les exigences qu'on mettra dans nos contrats pour les futurs contrats EPR2 sur la partie planification sont en cours de discussion avec certains de nos partenaires. Donc, ça va être des exigences de type fourniture d'un planning à des échéances données avec l'intégralité ou pas des jalons contractuels sous des formats. Alors, en termes de format, c'est là où on est moins sur du spécifique, de façon à laisser une large porte d'ouverture. Après, dans le comment, il y aura aussi plusieurs étapes, parce qu'on voit bien que notre digitalisation, elle se fait par briques, elle se fait progressivement. Et donc, par exemple, dans le pilotage des contrats, il y a des premières étapes qui vont être peut-être moins impactantes aujourd'hui pour les fournisseurs, puisqu'on va privilégier, par exemple, l'usage de boîtes mail uniques qui permettront de rediriger l'ensemble des informations liées à un contrat vers notre SI. Et dans un deuxième temps, on envisage d'utiliser des portails d'accès. Alors, à la manière de ce qui se fera de ce qui est envisagé sur, par exemple, la maîtrise des FAB, et où des industriels, quand on aurait la capacité, qui ont des SI performants et bien développés, pourraient directement venir alimenter le portail à partir de leur propre SI, et puis d'autres industriels pourront faire le choix d'aller se connecter au portail et de rentrer manuellement les données. Et ce portail-là seront en fait finalement des blocs de transfert de l'information entre l'externe et puis le SI d'EDF, avec l'ensemble des informations qui permet derrière, par contre, de bien rerouter l'information vers le bon contrat, vers le bon objet, si nécessaire. Ça, c'est vraiment dans un premier temps. Et après, dans des étapes futures, il y aura sûrement, sur le pilotage, par exemple, des contrats, des axes l'un des axes envisagés. Après, c'est en termes d'interfaçage, pouvoir déposer directement un événement, un early warning dans une interface avec l'ensemble des informations qui sont nécessaires et d'avoir des effets alors j'allais dire de ping-pong, d'aller-retour entre l'industriel et EDF pour s'assurer de la bonne prise en main, de la bonne prise de connaissance de l'information qui a été déposée par EDF, voire d'avoir un premier retour sur les éléments et d'assurer comme ça ce fonctionnement. Que ça répond à la question. Oui, du coup, ça nécessite d'avoir des workflows aussi clairs entre les industriels partenaires et puis aussi la cellule gestion de projet d'EDF, parce qu'on est dans une logique d'entreprise étendue. Et quand un industriel va poster une information, il faut qu'il soit sûr aussi qu'elle soit traitée et qu'il lui soit informé d'un retour du traitement pour éventuellement apporter des informations complémentaires. Donc, il y a effectivement la mise en place d'une entreprise étendue dans le cadre du management de projet pur. J'ai une autre question là. Quel conseil donneriez-vous à vos partenaires et fournisseurs face à cette transformation digitale en cours au sein d'EDF? Auriez-vous des exemples d'exigences en cours de définition? Alors, un exemple d'exigence, là, je parlais plutôt côté planning. Les exigences de planification, elles vont plutôt être dans la granulométrie de ce qui va être demandé dans les plannings qui sont transmis, les fréquences de transmission de ces plannings. Ça va être des premiers jeux d'exigences. On n'aura pas, par exemple, d'exigences plutôt dédiées sur l'outil. On n'exigera pas forcément des transmissions compatibles avec Primavera, qui sont plutôt des outils très spécifiques et pas utilisés par tous les groupes. Par contre, on aura l'exigence d'avoir un planning complet avec une certaine granulométrie. C'est ça qu'on cale en termes de discussion avec les partenaires. Après, en termes de conseils, je pense que là où ça va être, là où il y aura les principaux impacts, en fait, ils vont se retrouver sur la partie contract management. Donc, c'est plutôt, je pense, avec les futurs pilotes de contrat EPR2. Progressivement, eux-mêmes vont découvrir les outils là au cours de l'année 2022, puisque les outils se développent en ce moment. Et c'est avec ces partenaires-là, je pense que le maillage doit se faire pour bien comprendre aussi leurs attentes et envisager. Après, vous voyez qu'on a plusieurs axes devant nous. On parle aussi bien de coûts, de planning et de risques. Et on a, alors, en termes de fonctionnement, on a dans nos fonctionnements des process owners
Donc des gens qui sont responsables de chacun de ces processus et qui eux-mêmes vont solliciter derrière, les partenaires vont solliciter des ateliers. Donc là, on ne peut que vous encourager à participer à ces ateliers. La meilleure façon de s'y préparer, c'est quand les ateliers c'est d'y participer pour qu'on puisse travailler ensemble sur ces définitions. Merci. Une autre question, envisagez-vous des liens entre ce schéma directeur et le SI de la maintenance des futures centrales et des anciennes? Alors aujourd'hui, d'un point de vue gestion de projet, à ma connaissance, pour l'instant, on s'arrête sur le périmètre du nouveau nucléaire et de la construction. Après, la manière dont ça transite, on a un récit légèrement différent sur la partie maintenance et gestion de nos centrales, avec des outils qui sont différents. Donc pour l'instant, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a, l'interfaçage futur qu'on aura, on ne sait pas quelque chose qu'on a regardé là tout de suite. D'accord, donc en Après, résumé, pas d'impact direct sur la base installée, en tout cas pour l'instant. Pour résumer, c'est ça, hein? Oui. D'accord. Une autre question, afin d'éviter la ressaisie des données, la retranscription et diminuer le nombre d'interfaces, est-ce que vous avez prévu d'intégrer dans cette démarche les outils déjà en place chez vos fournisseurs? Et si oui, comment? Alors, les outils déjà en place, aujourd'hui, l'intégration, je pense que, elle se fera plutôt par la capacité de nos fournisseurs à venir se plugger, brancher leurs outils finalement, par exemple sur notre propre portail. Je pense que c'est plutôt là-dessus. Après, si je regarde le planning et les outils qui existent déjà, quand nos fournisseurs ont déjà des outils compatibles, la transmission se fait par un fichier et il n'y a pas de ressaisie, il suffit de lire les données. Après, on est quand même dans des philosophies. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas investigué vraiment le mode de fonctionnement entreprise étendu sur la partie planification, si on veut parler de planificateurs, de nos fournisseurs qui viendraient planifier directement dans l'outil de planning EDF, comme ça peut se faire du côté du projet HPC avec NNB sur certains périmètres. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui a été investigué, mais qui pourrait être ouvert. Et puis, donc là, on est plutôt dans une logique où, dans un premier temps, on récupère les données de planification qui nous sont transmises, qui sont analysées, décortiquées, pour être remis dans un niveau de synthèse qui correspond au niveau d'un planning intégré de pilotage de la construction d'une tranche. Voilà. Après, c'est un travail, c'est un exercice sur lequel on a du travail à faire avec nos fournisseurs en termes de compréhension, en termes de convergence en fait sur la manière de gérer ces outils-là. On n'a pas, c'est des choses qu'on va intégrer. Aujourd'hui, on a vraiment fait un focus sur notre fonctionnement interne. Et je pense que progressivement, on va l'ouvrir en fait sur les fournisseurs. Ok, merci. Alors j'ai une autre question qui rejoint une que j'allais vous poser sur l'assurance qualité, mais en fait, on n'a pas trop évoqué la gestion des exigences. Est-ce que cette fonctionnalité est traitée dans la partie contractuelle de la démarche en cours? Et moi, je voulais aussi poser la question par rapport à l'ISO 19443, d'un point de vue qualité, est-ce qu'il va y avoir un niveau d'exigence qui va être aussi transmis à travers ces interfaces et à travers cette entreprise étendue dans le pilotage de projet? Alors, par rapport à la gestion des exigences des contrats, là, il y a de manière générale sur les exigences techniques, il y a des outils, il y a dans le SI d'EDF qui sont en train de se mettre en place sur le suivi de ces exigences-là. Les exigences de projet seront intégrées dans le corpus d'exigences. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu d'utiliser l'outil qu'on développe pour tracer la réalisation des exigences de gestion de projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pour l'instant mis dans le périmètre. Après, il y aura forcément des exigences de qualité associées aux objets qu'on demandera à être manipulés. Ces exigences de qualité, elles vont être sur un planning. Il y a un certain nombre d'exigences il peut y avoir des exigences en termes de définition de la manière dont les objets sont planifiés, enchaînés.
Voilà, comme on a des exigences qualité sur le nombre de... On pourrait avoir des exigences sur le taux de mise à jour, s'assurer que de toute façon, de base, les activités ne restent pas dans le passé, dans les plannings qui nous sont transmis. Enfin, des exigences quand même qui sont parfois assez basiques, mais qui sont qui prouvent bien la qualité du produit, de l'objet qui est transmis. Oui, donc oui, il y aura forcément un petit corpus d'exigences associés à ces objets, ne serait-ce que pour pouvoir les réutiliser derrière. On ne peut pas transmettre des objets, même numériques, sans une certaine fiabilité de la donnée. Après, ce corpus d'exigences, là, il va être en cours de discussion, il va devoir être partagé. Merci. Alors, j'ai une question sur le cascading, si on peut dire. Qu'en est-il des fournisseurs de rang 2? On voit que le succès des projets est aussi lié à l'embarquement de cette couche et pas uniquement des fournisseurs de rang 1. Est-ce qu'il y a une démarche prévue et si oui, voilà, on aimerait avoir quelques détails. Aujourd'hui, je pense que la démarche, elle est, à ma connaissance en tout cas, elle n'est pas complètement prévue, elle n'est pas claire. Après, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on communique et qu'on veut embarquer toute la filière. Après, c'est vrai qu'on a un premier focus qui va d'abord se faire, je pense, sur le rang 1 et progressivement sur les rangs suivants, puisque les exigences, elles ont pour vocation d'être cascadées. Après, jusqu'à quel niveau il faut aller, je pense que là, il y a des discussions et aujourd'hui, on n'a pas une démarche qui est actée vis-à-vis de la manière dont on doit embarquer l'ensemble des rangs. Alors on peut compléter la réponse aussi en disant qu'au sein du GIFEN, il y a, et notamment de la commission numérique, il y a un groupe de travail sur la feuille de route, le groupe de travail numéro 1, qui pourrait aussi être un réceptacle à l'expression d'un certain nombre de questionnements et pourquoi pas orienter un certain nombre de travaux qui pourraient aider aussi la démarche globale, puisqu'on parle bien d'entreprise étendue. Évidemment, tout le monde est concerné. Donc voilà, il y a aussi cette possibilité au sein du GIFEN d'apporter quelques éléments de connaissance ou des exigences ou même des craintes sur ce futur qui se prépare. Il y a des lieux pour ça, le GIFEN c'en est un. Moi, j'avais une dernière petite question parce qu'on arrive à la fin, parce que j'ai un biais en tant que framatome, moi je vois surtout le BR, mais la démarche concerne bien toute l'installation, y compris le hall machine, enfin le projet complet. On est bien d'accord. Oui, complètement. C'est pas restreint à la partie îlot nucléaire. On porte bien l'ensemble de la transformation de notre récit de projet sur l'intégralité du périmètre. Et quand on parle de l'intégralité, c'est vraiment, ça inclut l'ensemble des activités, le CI-BOP aussi bien que l'îlot nucléaire. Et on a des représentants des ingénieries du CNEP dans nos phases de développement. Et on va jusqu'à la construction et on ne reste pas que sur l'ingénierie, même si on parle beaucoup d'ingénierie parce que c'est le cœur de notre fonctionnement. Aujourd'hui, pour les projets EPR2, on va bien jusqu'à la construction et au commissioning. Donc, c'est bien l'intégralité du périmètre qu'on a vocation de réaliser dans notre solution. Et avec des méthodes semblables, identiques, standardisées, aussi bien entre les acteurs du CNEP que les acteurs d'Advance ou des autres entités d'ingénierie. Très bien, merci beaucoup. Eh bien, il me reste à donc remercier Gauthier et Laurent de leur intervention. Vous allez peut-être rester d'ailleurs en ligne si vous le souhaitez pour continuer à participer à ces matinales. Je vais maintenant passer la parole à la deuxième présentation. Présentation qui va être faite par Eiffage et Clemcy Nucléaire sur comment concrétiser tous ensemble avec des outils collaboratifs. Les deux personnes qui vont présenter cette séquence sont Frédéric Soigneux, Franck Soigneux, excusez-moi. Franck a 10 ans d'expérience dans le secteur de l'industrie nucléaire. Il a travaillé pour l'ingénierie multispécialiste dédié à l'industrie des procédés avant de rejoindre la branche Eiffage Energy Systems en 2015. Depuis 2020, il est en charge du pôle méthode, innovation et solutions digitales en tant que responsable de la direction technique d'Eiffage Energy Systems, Clemcy Nucléaire. Et Florence Barata,
qui présentera le projet lui-même. Florence Baratta a 30 ans d'expérience en management de projet, de développement d'intégration et de TMA, de tierce maintenance applicative dans le médical, le secteur de la construction, le transport et donc plus récemment dans le nucléaire. Elle est responsable du pôle innovation et numérique depuis 2020 chez Eiffage Energy System, Clemcy Nucléaire. Eh bien, je laisse la parole, je crois que c'est Franck qui parle en premier, n'est-ce pas? Oui, bonjour. Bonjour à tous, merci Jean-Bernard. Donc avant de rentrer dans la solution, je vais vous faire une courte présentation de notre entreprise et de ses métiers. Concernant donc le groupe Eiffage, vous le voyez, on est constitué de 4 branches aujourd'hui qui vont de la construction à la concession en passant par l'infrastructure. Et nous, Clemcy Nucléaire, Eiffage Clemcy Nucléaire, on appartient à la branche Eiffage Energy System. Eiffage Energy System, aujourd'hui, nous, comme métier, on fait de la conception, la réalisation, d'exploitation sur le génie électrique, génie industriel et génie climatique. Voilà, principalement. Si tu peux avancer la présentation, s'il te plaît, Florence. Ouais, super. Et donc, on a 4 marques aujourd'hui. Eiffage Energy System, c'est 4 marques. On a Clemcy, Terceo, Dorsalis et Expercité. Et vous les voyez, chaque marque représente un marché. Nous, concernant les sujets que nous abordons depuis ce matin, en fait, on est, nous, dans l'axe industrie et on vend la marque Clemcy. Clemcy Nucléaire, c'est une entreprise historique qui a 50 ans d'intervention dans le nucléaire et qui fait que du nucléaire. Nous, on intervient, on couvre l'ensemble des métiers du génie électrique et on a 2 solutions supplémentaires qui sont plutôt liées à l'assistance technique, l'instrumentation et la tuyauterie. Concernant le sujet du moment, ce que je veux dire, c'est qu'on a créé un pôle innovation numérique il y a de cela 2 ans, en créant notre direction technique, donc c'est assez récent pour nous. L'objet, c'était de répondre à l'ambition de digitalisation du secteur du nucléaire. On le voit à travers toutes les instances qu'on a, à travers le plan Excel aujourd'hui, à travers le GIFEN, tous les groupes de travail. On sait que c'est un enjeu capital pour nous, pour le secteur du marché nucléaire, et aussi pour toutes les entreprises qui travaillent autour. Donc le pôle innovation aujourd'hui, pour nous, il a 2 missions. Le premier, consiste à accélérer la digitalisation de nos process internes. L'objectif premier, c'est de faciliter le travail de nos collaborateurs dans leurs tâches quotidiennes. Là, rien de révolutionnaire, chacun a déjà mis ça en place. Et le deuxième, c'est de proposer des offres numériques qui soient complémentaires de nos offres cœur de métier. Donc nous, historiquement, on n'amenait pas forcément une offre numérique à toutes les prestations qu'on pouvait faire. Donc l'objet, c'est de proposer maintenant des DRT, on va aller vers de la maintenance 4.0, on va accompagner nos clients dans cette digitalisation. Concernant justement les 2 solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui, ce qu'on a développé, ça répond à nos 2 missions. Le premier, ça va être le plan de charge de l'entreprise, qui aujourd'hui nous permet d'estimer nos besoins de ressources sur du moyen long terme. Et le deuxième, c'est d'affecter nos salariés sur du court terme. Le deuxième sujet, donc là, ça concerne un projet ancrage, VD900, qui nous permet de travailler sur une base de données commune avec le chantier, les études, le projet et nos partenaires, parce qu'on est en groupement sur ce dossier-là. Et donc, cette base de données, tout le monde peut communiquer, il y a des interfaces qui se font, et on a créé ça. Et pour la gestion de projet derrière, ça lui permet d'avoir des indicateurs, des KPI, qui lui permet de mieux sécuriser aujourd'hui sa gestion de projet et de mieux communiquer avec notre client. Moi, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à notre responsable innovation, Florence Baratta, qui va vous présenter les 2 solutions. Merci Franck. Donc la première solution concerne le plan de charge effectivement de l'entreprise. Donc le projet, en fait, la genèse du projet, elle provient de 3 constats que nous avons faits. C'est que nous avons des collaborateurs qui sont dispersés sur de nombreux sites en France, voire dans les DOM. Le deuxième constat, c'est que nous gérons une équipe volante qui intervient en renfort lors des pics de charge. Donc, il faut pouvoir faire une planification très agile à la volée. Et troisième constat, c'est que du coup, les plans de charge étaient gérés en fait individuellement par les sites et ou les services, et que donc on ne pouvait consolider l'information qu'une fois par mois,
avec des chiffres qui n'étaient pas toujours très fiables, puisque les éléments d'entrée n'étaient pas forcément toujours renvoyés en temps et en heure. Donc, le constat était vite fait, c'est qu'en fait, on n'avait pas de véritable projection de la charge de l'entreprise à moyen ou long terme. Donc, pour mieux piloter tout ça, la direction a décidé de déployer une solution informatique innovante qui est vraiment dédiée à la gestion des plans de charge, avec des exigences qui sont les suivantes. Donc, on souhaitait que le système soit très largement collaboratif et interactif entre les collaborateurs pour que chacun puisse apporter sa contribution en fonction de son activité. Activité qui va concerner le chiffrage, la gestion des projets, le suivi des chantiers, tout ce qui concerne les opérations de maintenance. Nous souhaitions aussi que les IHM soient le plus ergonomiques possible, avec des menus adaptés aux fonctions en fait de l'utilisateur, à son activité, pour en simplifier en fait la prise en main et obtenir l'adhésion de tous les collaborateurs. Et puis surtout, le point essentiel, c'est que le système doit nous donner en temps réel une meilleure visibilité en nous permettant d'anticiper les charges prévisionnelles avec une compilation des charges fermes sans qu'il y ait une ressaisie de l'information. Pardon, j'ai une désynchronisation des écrans. Voilà, donc nous avons choisi, si on dit quelques mots sur la solution que nous avons retenue, aujourd'hui, donc, nous avons implémenté un logiciel qui permet de gérer des objets qui vont être de type projet, risque, tâches livrables, structure organisationnelle, ressources, contrats. Et c'est une application qui est intéressante parce qu'elle est personnalisable. Donc, on va pouvoir la faire évoluer et rajouter en fait des briques fonctionnelles au fur et à mesure de l'évolution de notre activité. Donc, chacun de ces objets va comporter un nombre illimité d'attributs qui seront soit standards, soit personnalisables, avec des droits d'accès et toujours un cycle de vie qui leur sont vraiment propres. Donc, vraiment propres à chacun des objets. Et l'application va nous donner ensuite accès donc à une boîte à outils sur laquelle on va pouvoir consulter un plan directeur, le diagramme de Gantt de nos affaires, tout ce qui est gestion des ressources, des workflows, un mode collaboratif avec des emails, une petite gestion documentaire, un forum dans lequel on va pouvoir poser des questions, enfin, les collaborateurs vont pouvoir entre eux poser des questions, des réponses, etc. Une planification en mode agile de tout ce qui est plan de charge et un reporting qui est beaucoup plus flexible. Donc, si on parle un petit peu donc des paramétrages que nous avons, les paramétrages de base en fait qui nous ont permis d'implémenter la solution. Dans un premier temps, nous avons donc défini une structure organisationnelle de l'entreprise que vous voyez donc sur l'écran de gauche, dans lequel donc nous avons listé tout ce qui est services, régions, sites. Nous avons ensuite créé, là on le voit dans l'écran de droite, nous avons défini en fait une quarantaine de ressources métiers qui sont en corrélation avec les activités de nos collaborateurs et notre SIRH. Ça c'est en vue, quand je vous parle du SIRH, de potentiellement pouvoir développer ensuite l'application des interfaces entre nos différents outils en interne. En termes de paramétrage, nous avons également implémenter le référentiel des collaborateurs de l'entreprise en implémentant donc les coûts, les métiers, les capacités de travail, les affectations donc à la structure hiérarchique pour chacun d'entre eux. Une fois que nous avons réalisé ces paramétrages, nous avons fait un travail, donc un effort important puisqu'il a fallu qu'on rentre ensuite nos affaires. Donc, on a commencé par renseigner l'objectif en fait de l'application, c'est de renseigner les affaires de la phase d'appel d'offres jusqu'à leur production. Donc,
la saisie des opportunités va nous permettre d'obtenir une vision macro des charges prévisionnelles par métier sur les X années à venir. Donc la cellule commerciale a renseigné et continue évidemment à renseigner les charges fermes, dans un premier temps les charges fermes des collaborateurs qui travaillent au chiffrage des offres. Donc ça va concerner en général les équipes support, la cellule achat, ça peut concerner la cellule informatique, les études, les ressources humaines, pour ensuite créer une affaire qui, elle, va supporter les charges prévisionnelles qui sont nécessaires à la production de l'affaire. C'est ce que vous voyez, sur l'écran que je vais vous projeter, voilà, où dans les affaires, on a bien donc des ressources métiers qui sont rattachés à la structure en fait organisationnelle et surtout à l'endroit en fait où les travaux vont être réalisés et où les chefs de projet vont souhaiter utiliser les ressources en priorité, et une planification au volume d'heures qui va se répartir sur toute la durée contractuelle de l'affaire. Donc ça a été un gros effort puisque il a fallu rentrer en fait dans l'outil les opportunités que nous avions en cours. Et ensuite, lorsque une opportunité est gagnée, la cellule commerciale va passer la main au chef de projet et au coordinateur de plaque qui, elles, vont gérer tous les aspects production de l'affaire. Donc, on le voit sur la capture d'écran que je vous présente. Sur les ressources métiers, les chefs de projet vont hériter forcément des chiffrages qui auront été faits par la cellule commerciale, mais surtout ils vont pouvoir, puisqu'on sait que les dates qui vont être rentrées initialement vont être amenées à évoluer, ils vont pouvoir redéfinir en fait leurs besoins dans le temps, sur la totalité de la durée du projet, et instantanément, quand ils vont estimer les charges dont ils ont besoin pour produire l'affaire, la demande qui apparaît en bleu sur la capture d'écran apparaît également en temps réel sur le plan de charge du site qui est concerné. Ensuite, donc, les coordinateurs de production visualisent en temps réel exactement la même chose, c'est-à-dire la demande qui est effectuée par les chefs de projet. Ils vont se connecter à l'outil quotidiennement pour pouvoir traiter ces demandes. Donc, dans l'écran numéro 2, quand ils ouvrent la demande, ils peuvent consulter la période, le métier, le nombre de ressources, le volume d'heures en fait qui est demandé. Il peut y avoir un échange de commentaires aussi interactif entre le demandeur et la personne qui va faire les affectations. Et en fonction du planning de ces ressources que l'on voit en vert, sur lequel on voit qu'il y a déjà des affectations, il va obtenir la liste de ces ressources qui sont disponibles, qui répondent aux besoins métiers qui a été exprimé, et ils vont pouvoir transformer dans le planning des ressources métiers génériques par des ressources nommées. C'est ce qu'on voit ici. Donc, si on analyse le résultat que l'on obtient après l'implémentation de cette application, on peut dire qu'aujourd'hui, la direction peut consulter des indicateurs en temps réel qui sont fiables. On obtient donc un pilotage des charges qui est plus agile, plus efficace, puisqu'aujourd'hui, on est en mesure d'identifier les manques en compétences et en recrutement, et donc de mieux anticiper les actions à mener sur une période à court, moyen ou long terme, grâce à des indicateurs que vous visualisez, qui sont produits par Power BI et qui sont interfacés directement avec la solution informatique que nous avons implémentée. On va pouvoir prioriser dynamiquement les affectations et réaligner périodiquement la stratégie et l'exécution de nos affaires. Si on évoque le planning, le macro-planning du projet, donc le projet a démarré fin 2020 par des ateliers que nous avons, des workshops que nous avons réalisés avec l'éditeur et avec des pilotes que nous avons désignés pour chacune de nos activités.
Chaque atelier a été découpé en 2 temps. Le premier consistait à valider en fait les paramétrages qui étaient effectués lors des précédents ateliers, et la deuxième partie de redéfinir les besoins suivants en termes de paramétrage. Donc ça, c'est une organisation qui a permis de faire évoluer très rapidement une maquette, donc sur une durée d'environ 4 mois, et de présenter en fait cette maquette très régulièrement à nos équipes afin de mieux fédérer autour du projet et de faciliter l'accompagnement au changement. Donc une fois que la maquette a été validée en mars-avril 2021, nous avons déployé le logiciel sur une première région pilote pendant une durée de 1 mois ou 2. Donc on a préalablement formé le personnel, et quand on a donc pu ajuster pendant cette période certains paramétrages, et ça nous a permis ensuite de déployer l'application sur l'ensemble de nos régions et services support. Suite au retour terrain, on a pu, en septembre 2021, déployer une deuxième version qui a permis d'améliorer en fait l'ergonomie et les processus, d'optimiser certains processus. Donc c'est le temps en fait que chaque personne soit formée, qu'on déploie l'application sur les services supports. On a un projet qu'on a déployé sur à peu près 1 année. Voilà, donc aujourd'hui, ce projet nous a permis de nous développer autour d'un outil qui est véritablement collaboratif, puisqu'il fait travailler l'ensemble des services de l'entreprise. La difficulté majeure qu'on a rencontrée dans ce projet, c'est la difficulté de faire comprendre que le fichier Excel a ses limites, et que l'activité de l'entreprise ne s'arrête pas à un seul site ou à un seul service. Donc aujourd'hui, on y est arrivé, on peut dire que chacun apporte sa contribution pour améliorer le pilotage de l'entreprise. Donc le deuxième sujet que je vais vous présenter concerne le projet Ancrage VD 900. Donc le projet Ancrage VD 900, il provient en fait, le projet en fait consiste à analyser tous les chemins de câbles existants donc de l'îlot nucléaire qui ont connu une évolution de masse depuis les VD3 900. Donc cet ajout de masse pourrait remettre en cause leur tenue sismique. Et si la tenue aux contraintes sismiques n'est pas avérée, des études de renforcement doivent être menées afin de déterminer une solution de renforcement qui sera adaptée et surtout conforme au référentiel VD4 900. Dans un second temps, les travaux de renforcement seront réalisés sur les différents sites. Donc les lots en fait concernent les bâtiments réacteurs et hors réacteurs en SMS, donc séisme majoré et sécurité, et en SND pour les séismes noyaux durs. Donc cette solution, la solution que nous avons mise en œuvre, elle est vraiment intrinsèquement liée à 2 exigences très fortes du CCTP. La première exige que la méthode de relevé appliquée soit générique, reproductible et surtout identique pour tous les supports examinés, qui soient donc SMS ou SND. Et la deuxième exige que les données capitalisées lors des enquêtes soient exploitables par une intelligence artificielle. Donc le projet, Clemcy a répondu donc à l'offre en groupement solidaire. Donc nous sommes 3 entreprises sur 3 sites distants. Les activités de chaque entreprise sont clairement définies durant tout le cycle de vie du projet, mais elles sont très imbriquées entre elles. Clemcy en fait va réaliser des relevés de données qui sont effectués dans les centrales en zone et hors zone. Donc autant dire qu'on a des échéances qui sont figées, ça c'est très important pour la suite de la compréhension du projet. Les données sont calculées une première fois par un premier co-traitant. Clemcy réalise une deuxième phase de relevé et une deuxième phase de calcul est à la charge du premier co-traitant, puis le relevé peut éventuellement faire l'objet d'une étude de renforcement qui, elle, est à la charge du deuxième co-traitant. Donc on voit bien que toutes ces activités, elles sont vraiment très liées entre elles. Le projet est sur 12 ans, donc on s'attend forcément à un volume de données conséquent.
qui doit aussi être partagé entre les membres du groupement quasiment en temps réel pour que le processus en fait des traitements puisse avancer. Nous avons des livrables à produire à la fin de chacune des phases. Et donc forcément, nous sommes posés en fait de nombreuses questions avant le démarrage du projet, à savoir comment partager un relevé qui évolue dans le temps, comment gérer les interactions et les responsabilités entre membres du groupement. Et toutes ces réflexions nous ont amené forcément à vouloir mettre en place des outils collaboratifs. Et notamment, donc Clemcy a pris rapidement la décision de développer une plateforme collaborative qui permette de collecter et gérer en fait les volumes de données, d'en sécuriser le stockage et de les partager afin également de produire des indicateurs temps réel qui permettent aux chefs de projet d'avoir la même vision de l'avancement des interventions pour tous les membres du GMES. Donc, si on évoque le planning, le macro-planning du projet, nous avons donc réalisé des ateliers de cadrage avec l'éditeur qui nous ont permis de définir nos besoins, pardon, je suis pas sur la bonne diapo. Voilà, donc nous avons réalisé, des workshops qui ont permis aux 3 entreprises de définir leurs besoins qui ne sont pas les mêmes puisque certaines font des calculs, d'autres font des études. Donc, on a recueilli dans un dictionnaire de données tous ces besoins pour pouvoir ensuite réaliser un modèle conceptuel et un modèle physique de données, des documents d'architecture technique et des documents de conception. Donc, ces documents, nous les avons partagés. Ils ont été validés par les membres du GMES avant que l'on procède au développement de la plateforme. Donc, comme nous étions pris par le temps, nous avons décidé de réaliser les développements en mode agile. On a commencé en fait par traiter tout ce qui est relevé et intégration SMS. Ça, c'était début septembre 2021. Donc, toute la phase de préparation de workshop et de documentation a été réalisée sur les 4 premiers mois de l'année. Les développements nous ont pris 2-3 mois sur la partie SMS et nous avons commencé à faire des tests en juillet 2021 pour implémenter la solution, la première version de la solution, donc en septembre. Et dans un second temps, quand on a mis en production toute la partie, les flux en fait qui ont permis de traiter le SMS, on a démarré le besoin en fait en matière de SND. Ce qui nous a permis d'avoir des traitements SMS et SND prêts en janvier-février 2022. Donc c'est un projet que nous avons réalisé en mode agile sur une année. Donc si on parle de la plateforme que nous avons développée, donc cette plateforme est accessible à l'ensemble des collaborateurs donc, du GMES. Donc le flux en vert correspond à la phase de collecte et d'intégration. Donc ce que l'on voit, c'est que Clemcy va réaliser des relevés sur tablette, sur le terrain, et que ces relevés donc, vont être intégrés automatiquement dans un cloud. Et on a mis en place des traitements via un ETL qui permettent de transférer et de transformer en fait les données avant leur intégration en base. En parallèle, cet ETL, dans le cadre de nos relevés, nous réalisons énormément de photos. Donc l'ETL va pouvoir déposer dans la GED tout ce qui est photo en lien avec les relevés qui sont effectués. Toute la partie livrable, elle est également traitée par l'ETL via Jasper Report et ensuite donc déposée sur la GED pour ensuite être déposée sur entreprise étendue. Le flux en rouge représente les calculs automatiques qui sont faits en matière de prédédouanement sur les supports. Donc, en base de données, le cycle de vie en fait, du relevé, il est cadencé par un changement de statut qui donne le go en fait, aux outils des co-traitants pour réaliser leurs actions. C'est notamment ce changement de statut qui va permettre au calcul automatique de prédédouanement de se déclencher au bon moment.
Le flux en jaune, lui, représente les interactions de la base de données avec une application front office qui a été développée par l'un des co-traitants, qui va permettre de consulter toutes les données qui sont en base et les photos de la GED, de manière à pouvoir leur permettre d'effectuer tout ce qui est calcul et études de renforcement. On a également mis en place une gestion des alertes pour permettre aux équipes des co-traitants de demander des informations complémentaires afin de garantir l'exactitude en fait, des données d'entrée et des résultats des calculs. Donc cette gestion des alertes, elle est représentée en orange ici. Côté Clemcy, on va avoir également un front office qui va permettre de consulter les données en base et de pouvoir répondre en fait à ces alertes, éventuellement en corrigeant les données en base et avec une petite possibilité pour lever les alertes et informer directement les co-traitants des modifications qui ont été effectuées. Et enfin, donc on a également dématérialisé, on le voit par le flux en bleu, nous avons dématérialisé sur ce projet tout ce qui est DRT. Donc aujourd'hui, le système permet à tous d'exploiter des données qui s'enrichissent au fur et à mesure des traitements. Donc en parallèle de tous ces traitements, on a ici une représentation des indicateurs. Donc nous produisons des indicateurs avec Power BI qui sont donc en temps réel et qui permettent de suivre tout le processus de ces phases de relevé, qui nous permettent de savoir combien de supports ont été relevés, combien ont été pré-dédouanés, dédouanés, combien sont à renforcer. Si on parle des aspects plus techniques de la solution, donc la plateforme, elle est tout simplement constituée de machines virtuelles qui sont du coup plus facilement redimensionnables. En termes de responsabilité en matière de supervision et d'administration, elles sont partagées entre co-traitants. Et les difficultés aussi qu'on rencontre évidemment au niveau de la base de données, c'est que comme tout le monde exploite les données, les consulte et alimente en fait la base de données, nous avons mis en place en fait des droits en lecture, en écriture, de manière à garantir l'intégrité référentielle de la base. Donc, si on fait un REX du projet, on a constaté que la réussite en fait du projet, elle dépend de manière croissante à notre capacité collective à pouvoir acquérir, partager, maîtriser, utiliser l'information, utiliser les savoirs, les savoir-faire de chacun, et surtout donc de notre capacité à mettre en commun tous ces éléments pour pouvoir les exploiter au mieux. Et ça, c'est une difficulté majeure que nous avons rencontrée en début de projet, mais qui a été surmontée parce que nous avons des chefs de projet sur les 3 membres du GME qui aujourd'hui regardent dans la même direction et qui servent en priorité les intérêts du groupement. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a des équipes qui se rencontrent régulièrement sur le terrain, qui échangent, qui apportent des solutions, puisqu'on rencontre au fil de l'eau des configurations plus ou moins complexes qu'on n'avait pas forcément anticipées en début de projet, ce qui nous permet d'avoir une plateforme qui est en constante évolution, de manière à ce qu'elle réponde au mieux aux besoins qui sont des fois exprimés malheureusement un peu tardivement, mais c'est la vie des projets, et qui nous permet du coup d'accroître le mode collaboratif à tous les niveaux, entre les chefs de projet, les développeurs, entre les opérateurs terrain, les ingénieurs calcul. En plus, elle répond aux exigences du CCTP en matière de capitalisation de la donnée, et le volume de données constitué sera exploité par la data science pour améliorer encore les processus. Voilà, je vous ai présenté les 2 sujets, donc je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Très bien. Merci à vous deux. Merci Florence. Donc là, on est hors délai, donc on ne va pas avoir le temps de prendre beaucoup de questions. Cela dit,
Je voudrais commencer la séance de questions au moins par 2 questions. D'abord, concernant le plan de charge, la bascule d'une affaire entre l'équipe d'avant-vente et de vente et l'équipe de réalisation est souvent sujette à question. Je vois que donc l'approche que vous avez eue d'intégrer en fait la continuité numérique dans ce transfert justement d'affaires entre les équipes de vente et les équipes de réalisation, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, en termes d'accompagnement à ce changement dans les pratiques, se faisait par des présentations assez régulières des résultats, des développements. Mais est-ce que ça a été suffisant en termes de change management ou est-ce qu'il a fallu mettre en place des choses complémentaires, des processus complémentaires, un accompagnement spécifique, car c'est toujours un peu un problème, quoi, le passage d'affaires entre l'équipe de vente et l'équipe de réalisation. Alors oui, on va pas dire en fait que on a formé le personnel, mais on peut pas dire qu'on a fait qu'une formation. Au départ, on a organisé des formations. Moi, j'ai voulu que chacun dans l'entreprise, chaque service soit à même de bien comprendre tous les enjeux en fait de l'application. Donc, au lieu de former peut-être le personnel au départ juste sur les fonctionnalités dont il a besoin dans l'outil, et elles sont vraiment standardisées en fait par profil. Elles sont on a fait au départ en fait des formations plus générales pour que tout le monde s'imprègne bien des concepts en fait de l'outil. Pour ensuite peut-être on est redescendu après un peu plus service par service pour les accompagner dans les réalisations qui étaient attendues en fait dans l'outil. Donc pour les études, c'était la réalisation des affaires, l'implémentation des affaires, et pour les chefs de projet, tout ce qui est suivi et tout ce qui est expression de besoin, etc. Donc au départ, on a fait des formations un peu plus générales pour ensuite, on a utilisé beaucoup Teams en fait pour aussi les accompagner, puisque de toute façon, il a fallu alimenter l'outil, puisqu'on avait déjà heureusement des affaires en cours et des projets, etc. Donc on les a accompagnés de manière un peu plus dynamique, on va dire, dans le renseignement de l'outil, ce qui leur a permis d'avoir une prise en main de l'outil beaucoup plus facile. Je peux rajouter aussi, là, je vais juste faire un petit complément. Je peux juste prendre conscience que l'outil, il fait partie du processus dans sa globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre la cellule chiffrage et nos projets, il y a de toute manière un process qu'ils font des revues de contrat aujourd'hui pour définir, pour bien reprendre le contrat, les ressources qu'on a besoin. Donc, ils se réunissent quand même à ce niveau-là et ils utilisent l'outil pour redéfinir ça. Donc, l'outil fait partie du processus dans sa globalité. Donc, c'est ça aussi le message à faire passer. L'outil n'est pas quelque chose individuel, apparent, vraiment sorti du processus avant-vente et gestion de projet. On utilise l'outil dans la transmission de l'affaire de la cellule chiffrage jusqu'à le chef de projet. Très bien. Merci. Une autre question également. Alors, il y a plusieurs questions, mais concernant la solution cloud qui a été présentée, qu'est-ce qui a motivé le passage en cloud? Est-ce qu'il a fallu donner en fait des garanties spécifiques au client final? Oui. Donc on a fait héberger la solution en fait par un fournisseur avec toutes les certifications, la garantie que les données sont hébergées en France et que toutes les règles de sécurité, cryptage, etc. sont respectées. Oui, bien sûr. C'est une plateforme Secnum Cloud. Oui, absolument. D'accord. Autre question. Alors. Concernant le retour d'expérience sur la plateforme entreprise étendue avec DeepDE, si j'ai bien compris, en fait, vous êtes connecté en fait à la plateforme DeepDE entreprise étendue. Absolument. Est-ce que vous avez un retour d'expérience spécifique à partager sur ce point-là? Non, oui, si, un retour d'expérience, oui, c'est qu'en fait, on n'a aucune difficulté à s'interfacer avec entreprise étendue, puisque de toute façon, tous nos documents sont dématérialisés. Donc, en fait, on communique d'une GED à l'autre, ce qui est relativement simple à faire. D'accord. Alors, j'ai vu justement sur le schéma, le dernier schéma, qu'il y a une référence à IDRT. IDRT, oui. C'est le nom EDF du DRT numérique qui est devenu un sujet aussi JFEN maintenant
parce qu'il y a un collectif qui regroupe presque 50 personnes qui travaillent sur le sujet. Est-ce que vous êtes impliqué, vous aussi, dans ce collectif? Est-ce que vous alignez sur la conception en cours, sur les schémas de données? Alors oui, par contre, c'est vrai que le terme IDRT, pour moi, c'était pas spécifiquement le projet EDF, c'est la dématérialisation des DRT que nous réalisons avec un éditeur, en fait. Par contre, l'éditeur, donc nous accompagnons l'éditeur et donc on participe effectivement au groupe de travail, mais on sait que comme l'éditeur en fait participe au groupe de travail qui est organisé, automatiquement on aura le rendu en fait qui est attendu par EDF. Donc le IDRT qu'on voyait sur le schéma, c'est bien le DRT numérique filière en fait. Ok. Si je comprends bien. Voilà, enfin c'est le DRT, c'est le DRT numérique qui est produit en fait par un éditeur qu'on utilise. Mais les schémas de données, enfin, ma question était plus sur les schémas de données. Voilà, qui pourra être en lien ensuite avec l'IDRT EDF. D'accord. Très bien. Du coup, écoutez, là je pense qu'on va s'arrêter parce qu'on arrive au terme de cette matinale. Il ne nous reste plus que 5 minutes en fait pour conclure. Alors d'abord un grand merci aux intervenants de cette matinale, Laurent, Florence, Franck et aussi Gauthier qui nous a fait le plaisir de bien vouloir introduire la session. Merci aussi à tous les participants qui ont posé des questions et animé l'échange, car c'est bien un début de rechercher de ces matinales, c'est de montrer des cas concrets de la transformation numérique dans la filière nucléaire et aussi de favoriser les échanges, si ce n'est pas directement pendant la session avec Slido, peut-être par la suite dans d'autres cadres. Nous sommes montés un peu plus de 70 personnes connectées et on est resté jusqu'à maintenant à 63 personnes connectées. Donc on a su intéresser en fait l'auditoire sur toute la durée. Donc ça c'était excellent. Je rappelle que cette matinale sera bientôt disponible sur les chaînes YouTube du GIFEN et de la SFEN et que les participants à cette matinale vont recevoir bientôt un lien pour pouvoir télécharger les présentations. Et donc, avant de se quitter, je voudrais juste vous transmettre trois informations. La prochaine session des matinales aura lieu le 9 juin sur le thème de la digitalisation au cœur de l'ingénierie système pour passer à l'échelle et gérer la complexité, qui est un grand enjeu également dans le cadre du nouveau nucléaire et des grands programmes qui s'annoncent. Une autre information, c'est n'oubliez pas la conférence Index 2022 de la SFEN qui aura lieu le 18 et 19 octobre. Alors Index, ça veut dire International Nuclear Digital Experience, et on est bien dans le sujet, c'est-à-dire des case studies ou des cas d'usage du numérique, et ce sera l'occasion de mesurer la progression de la transformation numérique dans le nucléaire depuis le premier index en 2018. Enfin, dernier point, alors vous allez avoir le lien qui va apparaître dans le Slido pour les personnes intéressées. Un dernier point, c'est qu'un sondage va être accessible tout de suite, directement dans le Slido. Donc, dès que j'ai fini la conclusion, surtout restez connectés, allez sur Slido, ça prend 1 minute. C'est juste quelques réponses très simples à donner. Ça nous permettra à nous aussi d'ajuster les matinales dans le format et puis éventuellement dans le contenu. Enfin, je voudrais remercier aussi toute l'équipe qui organise ces matinales depuis plus d'1 an maintenant, Sandrine, Patricia, Véronique, Chloé, David, Thomas, j'espère oublier personne. En tout cas, je voulais juste dire que c'est un plaisir de travailler avec vous et que je suis très content du déroulé de ces matinales depuis début 2021. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ces échanges et d'ici là, d'ici le 9 juin, je vous souhaite de passer d'abord une bonne journée et puis de passer de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. À très bientôt. Au revoir.